Voilà. Bienvenue. Merci. Oui. Ça va y aller. Voilà, là, Donc après, et tout le monde disait que les Français, les soldats français, allaient faire une résistance aux les Hollandais qui, comment dirais-je, fuyaient devant les armées paysannes. Moi j'avais à peu près votre âge. J'avais à peu près votre âge quand les bombes sont tombées. J'ai eu très peur le jour du bombardement. J'habitais pas ici, j'habitais de l'autre côté de la place chez mes grands-parents et j'ai eu très très peur de ce bombardement. Ça a été affreux. C'était un gros traumatisme après la guerre, je ne pouvais plus entendre un avion. Quand il y avait un avion la nuit, je me levais. J'ai 95 ans. Voilà. Je suis une des rares personnes maintenant à avoir vécu cette époque et à pouvoir en témoigner. C'est pour ça que nous avons fait le chemin de mémoire le long du Cher, de Saint-Georges à Saint-Élion. Parce que les Allemands voulaient l'emprisonner peut-être plus mal, que ma maman a été arrêtée, elle a été déportée, il y a son costume de déportée que je vous ai mis là, et Madame Orlovski, qui, elle, a étudié les camps de concentration allemands et qui va vous en parler tout à l'heure. Voilà. Qui participait quand même, et qui a participé après au maquis. Alors mon père s'est donc sauvé pour être arrêté par la Gestapo. Il est allé au maquis Lorindre, plus menu que maintenant, et toutes mes affaires lui étaient trop grandes. Je me souviens, c'était la mode des petites jupes plissées bleu marine. J'avais une petite jupe plissée bleu marine, et c'était trop grand pour maman. Elle avait beaucoup maigri. Ah oui, c'était un fil. Et elle était impressionnante quand elle est rentrée avec son costume rayé de bagnarde. Voilà. Bon, autre question? Non? Qu'est-ce qui s'était réfugié là? Kélia, elle demande s'il y avait d'autres maisons comme celle-ci. Ah oui, à Montéchard. Oui. Oui. Ma maison, j'ai une cave, les réfugiés. Voilà, oui, oui. Il a vécu 1914 et Oui. Toutes les caves comme ça étaient des caves abris. Quand les bombes sont tombées, donc ma mère était devant la porte, elle doit sa vie à un gros arbre qui a dispatché les éclats. Et elle avait à côté d'elle une amie qui a eu un éclat de bombe dans les chevilles. Et alors, il y a un belge qui a assisté à sa mort et qui nous a dit où il était enterré. On a récupéré le corps de vie. Et quand mon papa est mort, il ne m'avait pas raconté, il est revenu, il ne m'avait pas bien raconté son histoire, donc moi j'ai voulu savoir ce qui était arrivé à mon papa. Et donc j'ai commencé à m'intéresser de très très près à cette histoire des camps de concentration. Et je m'y suis intéressée tellement de près que je fais visiter les camps de concentration, que j'ai écrit un livre sur les camps de concentration et que je fais des conférences dans les établissements scolaires et même pour les adultes. Je vais répondre à ta question après. Attendez, attendez, écoutez, parce que peut-être que je vais répondre peut-être du sujet. Alors d'abord, avant de parler des camps de concentration, Monique vous a raconté que les gens qui sont allés en camp de concentration, pour une grande partie, avaient été des résistants, c'est-à-dire des opposants au régime nazi, à l'envahisseur en quelque sorte. Il y avait aussi une autre catégorie de gens qui sont allés dans des camps de concentration, on appelle plus des camps d'extermination, parce qu'on les tuait systématiquement. Ce sont les populations juives, les tziganes, les homosexuels, les handicapés. Ces gens-là étaient exterminés systématiquement. Alors, les camps d'extermination sont majoritairement en Pologne,
les camps de concentration sont majoritairement en Allemagne, sauf un qui est en France, en Alsace, et qui s'appelle le Struthof. Mais de toute façon, qu'on soit en camp d'extermination ou en camp de concentration, ça se termine toujours très mal, à quelques rares exceptions près, comme la maman de Monique qui est rentrée, ou mon papa. La plupart ne sont pas rentrés, la plupart sont morts de mauvais traitements, d'insuffisance de nourriture, de promiscuité, de maladie. Promiscuité, ça veut dire qu'ils sont comme ça les uns contre les autres. Donc, voilà. Allez, encore un, tu veux venir? Non. Qui est-ce qui veut venir? Baptiste. Oh, 2 secondes, hein, je ne vais pas t'assassiner, hein, moi. Je suis pas SS. Hein. Non, mais viens, on n'est pas trop. Voilà, alors dans le train, ils sont entassés comme ça, debout. Voilà. Ça dure 3 jours. 3 jours sans Comme manger. ça, 3 jours. Alors maintenant, essaye de t'asseoir. Et t'as envie de faire pipi, comment tu fais? Ah, misère, tu peux pas. Voilà, t'as pas à manger, tu peux pas faire pipi, t'es tassé comme ça, tu peux pas dormir, ça dure 3 jours et autant de nuit. Il y a des gens qui sont devenus fous. Ah oui, il y a des gens qui ont fait des malaises, il y en a qui sont morts. Allez, tournez vous asseoir. C'est pas bon ça. Donc déjà, rien qu'avec le voyage, imaginez qu'il y en a déjà qui n'arrivent pas Il y en a qui n'arrivent pas en haut. Alors imaginez le wagon. Le wagon, il peut être en fer. Donc s'il fait 40 dehors, le wagon en fer, vous étouffez complètement là-dedans. Les wagons en bois, il y a vraiment une petite fenêtre, mais bon, tout le monde se bat pour aller à la fête. Vous imaginez bien, les mamans, elles essayent de protéger leurs enfants. Enfin bon, c'est la catastrophe pendant 3-4 jours. Quand ils arrivent sur place, bah, on leur fait pas de cadeaux non plus. Hein. Alors les gens qui arrivent pour les camps d'extermination, on les fait descendre du wagon, on sépare les hommes des femmes, voire des enfants. On les met comme ça séparément. On leur dit laissez vos bagages, c'est pas grave, vous les retrouverez. Ah tiens. Donc ils sont sur le quai de la gare, du train. Et au bout, comme Maurice là-bas, il y a un SS. Et ce SS-là, il est au bout, ils avancent tous en file indienne. Et quand ils arrivent près du SS, le SS il fait soit comme ça, soit comme ça. S'il fait comme ça, vous allez directement dans ce qu'on appelle une chambre à gaz, qui est une grande pièce, où on vous fait croire que vous allez prendre une douche. En fait, c'est du gaz. En fait, c'est du gaz, et tout le monde meurt, et on y met là-dedans, hommes, femmes, enfants, on leur demande de se déshabiller. Alors, déjà à notre époque, se mettre tout nu comme ça pour des gens qu'on ne connaît pas, trop évident. Mais là, vas-y, je t'écoute. Est-ce que même si on ne respire pas le gaz, on en meurt? On en meurt, oui, en 20 minutes. C'est long, Tu ne peux pas ne pas respirer. Tu peux pas ne pas respirer, tu es enfermé dans une pièce. Vous êtes 200 dans cette même pièce, on vous a fait déshabiller, on vous a dit ayez bien vos affaires parce que vous allez retrouver après, tu pars. Et le gaz, il vient par le plafond. Donc tu peux rien faire, donc évidemment, bon, les gens se bousculent, essayent de trouver de l'air, les mamans toujours de protéger leurs enfants. Mais non, tous ceux qui ne sont pas capables de travailler pour le Grand Reich sont immédiatement assassinés. Ça, c'est pour les camps d'extermination. Pour les camps de concentration, c'est pas beaucoup mieux. C'est pareil, ils arrivent, ils débarquent du train. Alors, ils débarquent du train après 3-4 jours comme ça. Ils ont été dans le noir, ils voient plus clair. S'il y a de la neige, ils sont complètement aveuglés. Il y a les chiens qui les attendent. Ils ont soif, parce que c'est vicieux quand même. Au départ, on leur a donné un morceau de saucisson et un bout de pain, mais pas d'eau. Hein? Alors, et le saucisson, c'est salé, donc ça donne soif. Voilà, donc ils arrivent là, ils sont complètement dégoûtés. Mon père est arrivé au mois de décembre, et bien il y avait de la neige en Allemagne. Il fait très froid en Allemagne l'hiver. Hein. Il y avait de la neige. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils se sont précipités dans la neige pour manger de la neige. Mais ça prend hyper longtemps. Ben évidemment. Mais évidemment. Les conditions commençaient. Ils disent tous les déportés que j'ai rencontrés, ils disent tous que ce voyage-là, c'était l'entrée dans l'enfer. Donc après, bon, on les emmène dans le camp, c'est pareil, on les fait se déshabiller de leurs vêtements personnels, et on les affuble ce genre de vêtements rayés. Alors pas tous. Alors bon, Monique vous a montré, hein, c'est pas chaud, ça c'est pour les femmes, pour les hommes, c'est exactement la même chose, c'est pas chaud du tout, et quand il fait -20, -30 et qu'on est dehors,
Et bien, quand c'est des cailloux et qu'on n'a pas mangé, c'est quand même un peu difficile. Mais ils n'avaient pas tous des vêtements comme ça. Il y en a qui avaient des vêtements dont ils avaient hérité en quelque sorte. On leur avait distribué ça comme ça à la volée. Touc, touc, touc. Alors, ça pouvait être un petit short, hein, à moins 20 dehors. Ben oui, ça pouvait être une petite veste, hein, mais ça pouvait être aussi un chapeau tyrolien. Par contre, on leur donnait pas de chaussures, on leur donnait des espèces de claquettes. Alors, pour marcher dans la neige, les claquettes, c'est pas vraiment heureux. Et puis, les camps de concentration, c'est pas goudronné par terre, hein. C'est des cailloux, de la terre, des choses comme ça. Donc, à chaque fois que vous marchez, vous risquez de vous blesser. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmerie, on va pas voir le docteur quand on a une petite plaie. Ça n'existe pas, ça. Bosser jusqu'à ce que mort s'en suive, en quelque sorte. Donc, ils font des autoroutes, ils font des usines, ils font des voies ferrées, voilà. Ils n'ont pas beaucoup à manger, ils ont un peu à manger le matin. Enfin, un petit bout de pain avec une sorte de café, enfin, un liquide chaud marron, on va dire. Le midi, il n'y a pas à manger. Est-ce que je peux vous appeler le soir, il y a une petite soupe. C'est tout. Et puis pour dormir, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas un lit bien confortable comme vous avez. Ils ont des espèces de lits à étage qu'on appelle des chalits sur 3-4 niveaux et ils dorment entassés. Tout à fait. Et ils dorment entassés les uns dans les autres parce qu'il n'y a pas un lit par personne. Il n'y a pas une couverture par personne. Et puis c'est de la paille. Alors, bah oui, celui qui est là-haut au 4e étage et qui a envie de faire pipi ou de faire caca, il fait comment? Il fait rien. Il fait rien, exactement. Surtout qu'ils ont, comme ils sont, l'alimentation ne va pas du tout, leur intestin ne supporte pas. Donc, alors maintenant on dit la diarrhée, à l'époque on disait la dysenterie, mais c'est pareil. Et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la force de descendre les 4 étages pour aller faire leurs besoins. De toute façon, par exemple, à Buchenwald, dans le petit camp de Buchenwald, dans les baraques, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau. Il y a 15 baraques et il y a une seule baraque où il y a des toilettes. Alors les toilettes, c'est pas les toilettes comme nous on a, évidemment. Les toilettes, c'est un grand trou, mais grand, hein, qui va presque à l'entrée de la grotte là-bas, hein, un grand trou dans une baraque comme ça. Et puis il y a une espèce de rebord, et puis il y a un autre espèce de rebord où on peut caler son dos. Et vous êtes là, le copain il est derrière ou à côté. Vous imaginez? C'est terrible, hein, quand même. C'est terrible. Alors, propagation évidemment des maladies, des microbes. Il y a vaguement une infirmerie, mais le médecin, c'est pas un médecin, ça peut être le boucher du coin qui est ton ami médecin. Oui. Ah oui, c'est pervers tout ça. Donc vous voyez, c'est quand même des conditions extrêmement difficiles. Pour les femmes, c'est exactement la même chose. On ne regarde pas si elles sont femmes, si elles sont fatiguées, si elles sont ceci, etc. C'est exactement la même chose. On les met dans les mêmes conditions de travail, de ne pas manger, de promiscuité, de dormir n'importe où, n'importe comment, faire ses besoins, bon, etc. Et alors imaginez une femme qui arrive enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Les bébés. Eh bien le bébé, il n'y a pas de lait pour lui. Alors, j'ai connu une dame déportée qui travaillait dans l'infirmerie où il y avait des bébés. Ils avaient fauché le gant. Ils avaient fauché le gant d'un capitaine SS et le gant, ça fait 5 doigts. Et bien 5 doigts, ça faisait 5 petites tétines où on mettait un peu de l'eau sucrée pour les bébés. Bonjour. Oui, ça va. Évidemment, vous imaginez que les bébés, il y en a pas beaucoup qui ont survécu. Quasiment tous sont morts. Et les mamans, elles n'ont pas beaucoup survécu non plus parce que après une grossesse comme ça, difficile, après la perte de leur bébé. Puis il n'y a pas de congé maternité, hein, on va tourner le bébé tout de suite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre comme horreur? On est d'accord que justement tout ça, ce sont des belles horreurs. Hein. Donc il faut se méfier. Des monstruosités. En fait, réellement, les enfants, les personnes qui fait ça, ou laisser faire ça, et ben on dit que c'est pas humain. Parce que normalement, un petit peu comme même chez les animaux, on a un instinct de protection, d'entraide, de ne pas laisser les personnes souffrir comme ça. Ou encore de ne pas les faire souffrir.
il y avait vraiment. Après, il y a eu des grands procès après la guerre. Oui, mais pas beaucoup. En réalité, pas beaucoup de condamnés. Malheureusement. Pas beaucoup de condamnés parce que beaucoup de ces fameux SS qui étaient responsables des camps, beaucoup ont réussi à se sauver et à être protégés par certains pays d'Amérique latine en particulier. Mais il y a des exemples aussi. Il y a un camp qui s'appelle Dora, qui est très particulier. Oui, c'est joli comme ça. Et alors, dans ce camp de Dora, c'était un énorme tunnel. Et on a demandé aux déportés de l'agrandir. Alors, c'est 2 tunnels parallèles, en réalité, avec des galeries comme ça, perpendiculaires. Et il passait là 24 heures sur 24. Donc 12 heures, il creusait le mur. Vous imaginez quand le copain il est à côté avec le marteau-piqueur, c'est un peu pas appeler ça vraiment dormir. Et puis tu sors pas, tu vois pas le soleil. Il y en a qui sont restés 8 mois comme ça, sans sortir, sans rien. 8 mois. 8 mois. Là, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. On a appelé Dora. Dora, on a appelé ça le cimetière des Français. 8000 Français qui sont morts là-bas. 8000. Pourquoi? Il y en a combien de temps? Pas beaucoup. 10. Bah, tu sais, En fait, ils n'étaient pas faits pour survivre. c'était pas fait pour survivre. C'était fait justement exprès. Oui, on y aura compris. Alors, les déportés, ils n'étaient plus des êtres humains. Aux yeux des Allemands. Aux yeux des nazis. Des nazis. Ils étaient des morceaux, des numéros. On leur a distribué les vêtements. En même temps, on leur a distribué un numéro. Le numéro, ils devaient le coudre ici sur leur veste et ils devaient l'avoir sur le pantalon. Et le numéro, il fallait le connaître en allemand parfaitement. Mon père, moi je le dis en français parce que je ne parle pas l'allemand, c'était 38 489. Il est resté 16 mois au camp. Pendant 16 mois, il ne s'appelait plus Monsieur Jacques Pin, il s'appelait 38 489. Ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, Ça veut dire. t'as plus de nom. Ça veut dire que c'est plus un humain. On suivi qu'à ce un numéro. T'as plus un numéro. T'es un numéro. Alors en plus, il leur rasait la tête. Pour que si jamais ils voulaient se sauver, pire qu'à l'armée. Parce que si jamais ils voulaient se sauver, comme ça on les reconnaissait. Ceux qui n'avaient pas des vêtements comme ça, ils avaient des vêtements où il pouvait y avoir une marque dans le dos, une cible. Comme ça, s'ils se sauvaient, on pouvait leur tirer dessus. Alors les coiffures, il y avait 2 sortes de coiffures. Soit on leur laissait juste un peu de cheveux là, comme ça, et tout le reste était rasé. Soit on faisait le contraire. On laissait des cheveux sur les côtés, puis on rasait au milieu. Vous choisissez? D'accord. Ah non, je choisissais pas. Mais je choisissais pas. Je dirais lequel. Franchement, moi je choisirais celui-là. Ils choisissaient pas. Non, non, mais c'était pour les repérer facilement, parce que comme ils allaient construire des routes à l'extérieur du camp, ils auraient pu éventuellement se Essayer de s'enfuir. Mais là, c'est pas possible. Tu te sauves pas d'un camp de concentration. T'as pas des chaînes où tu attaches? Non, t'as pas d'échelle, ça va pas jusque-là. Mais enfin, t'es tellement entre ton habit rayé ou ton habit avec une cible dans le dos, tes claquettes et ta coiffure bizarre, tu passes pas inaperçu. T'as plus de force pour courir. T'as plus de force, t'as pas à manger, t'es complètement comme ça. D'ailleurs, on va manger maîtresse. Même si- On va manger À midi. Allez, Oui, allez. on va rentrer juste avant midi. T'inquiète, t'inquiète. Il a toujours faim, mais Ne pas tomber pendant des heures. Voilà, donc des conditions extrêmement difficiles, mais il y a eu des enfants qui ont été dans ces conditions-là. Moi, le plus jeune que je connais, qui était au camp de concentration de Buchenwald, il avait 4 ans. on va 4 ans, donc imaginez. Hein. Oui, pour travailler. Alors lui, il ne travaillait pas, parce que dans le camp de Buchenwald, il y avait un truc un peu particulier. Les déportés entre eux avaient formé une sorte de résistance, et ils avaient protégé les plus faibles. Mais ils avaient essayé. Et donc en particulier les enfants qui venaient des camps de l'Est, c'est-à-dire des camps d'extermination qui n'avaient pas été exterminés. Il y en a 800 qui se sont retrouvés là, et ils sont sortis vivants. 904 sont sortis vivants très exactement, dont peut-être un jour vous entendrez parler de son nom, Elie Wiesel, qui a été prix Nobel de la paix quand même. D'ailleurs, il n'y avait pas un livre. Oh, il y a beaucoup de livres. Des livres, il y en a beaucoup. Mais c'est quoi le titre de votre livre? Alors mon livre, il s'appelle Buchenwald par ses témoins. Parce que comme je n'étais pas au camp, je ne peux pas me permettre de dire je ou il, c'est difficile. Donc j'ai utilisé des témoignages de déportés pour illustrer à chaque fois que je disais quelque chose. Tu vois? Donc c'est Buchenwald par ses témoins. C'est un travail d'historienne. J'ai mis 4 ans pour le faire. C'est
recherches, pour aller collecter tous ces témoignages, toutes ces preuves. Mais tu sais, c'est long d'écrire un livre, Oui, c'est pas facile. Hein. Et puis, le sujet est quand même un peu difficile. Je t'assure qu'il y a des jours où c'était pas facile d'écrire. Quand tu racontes comment les gens mouraient, quand tu racontes des choses comme ça, ben c'est pas facile. On prend envie, quoi. C'est pas facile. Puis quand il s'agit de ton C'est pas papa, facile et c'est très triste, mais c'est très très important. important. Ton papa, c'est dur. Oui, je t'écoute. Il y avait combien de décors? Alors, des camps, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a ce qu'on appelle les grands camps. Il y en a une dizaine. Mais les grands camps sont divisés en petits camps, sous-camps, qu'on appelle des commandos. Et moi, je te parle de Buchenwald parce que c'est celui que je connais le mieux. Buchenwald avait 186 commandos. Alors, Dora, qui était au départ un commando de Buchenwald, il y avait 15 000 personnes dans ce camp-là. Ça prend du temps? Tu peux pas te libérer. Ah non, c'est pas. Puis, de toute façon, dis-toi bien, parce que vous avez entendu parler, qui est devenu après ambassadeur, enfin bon, qui a fait des choses à des livres, en plus quelqu'un de très 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 gentil. Et Monsieur Hessel, il est arrivé avec un certain nombre d'alliés américains, anglais, bon, parce qu'il travaillait avec Londres dans l'industrie de Gaulle. Bon. Il arrive à Buchenwald et tout le monde savait que si jamais les SS savaient qui il était, il allait être tué immédiatement. Alors pour le protéger, ils ont interverti son identité avec un qui était mort. Donc il a arrêté de s'appeler Stéphane Hessel, il s'est appelé Michel Boitel pendant le reste de sa déportation. Et il a été sauvé comme ça, parce que les SS, ils ont cherché Stéphane Hessel, et ils n'ont pas cherché Michel Boitel, puisque Michel Boitel, voilà. C'est pas même. Et Stéphane Hessel est mort du typhus, soi-disant, alors que pas du tout. C'est une maladie qui est liée avec les piqûres de puces. Et je t'ai expliqué que dans les camps, on ne pouvait pas se laver. Donc les puces, il y en avait partout. Les puces, les poules et tout ce que tu veux qui grattent. Et il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien du tout. Donc on pouvait en mourir de cette histoire-là. Ah non, c'est pas facile. Hein. Donc tu vois, il y a des choses qui se passent qui sont assez extraordinaires. Et Stéphane Hessel, il y a eu un autre qui est comme ça. Vous avez peut-être entendu parler de Marcel Dassault, les avions Dassault, ça vous dit quelque chose, les Rafales, les choses comme ça. Eh bien, Marcel Dassault s'est retrouvé au camp de concentration de Buchenwald. Et évidemment, j'imagine que les SS aient appris que ce gars-là, il était là, ils allaient le récupérer pour fabriquer leurs fusées, leurs marchés, leurs trucs comme ça. Et donc, la résistance clandestine à l'intérieur du camp a aussi protégé Marcel Dassault en l'envoyant dans un commando extérieur loin, voilà, pour qu'on ne le retrouve pas. Et il a été sauvé. Alors il y a un autre qui aurait dû être sauvé comme ça s'appelait M. Michelin. M. Michelin, malheureusement, il était parti dans un commando pour être peut-être protégé, et comme il était déjà très 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 affaibli et pas bien, il est mort. Michelin, ça veut dire quelque chose, les pneus des voitures Michelin. Ah oui. Ouais. Et ben voilà. Ah, c'est lui. Voilà. Oui, mais oui, il y a eu un poète aussi qui s'appelait Robert Desnos. Peut-être un jour vous entendrez parler de Robert Desnos. Eh bien lui, il est mort comme ça, d'épuisement, de fatigue. Il y a aussi une jeune femme qui est extrêmement célèbre qui s'appelle Anne Frank. Vous avez entendu parler d'Anne Frank? Ah ben voilà, alors il faudra lire son livre. Donc Anne Frank, c'est une jeune fille juive qui vit à Amsterdam, et comme les juifs sont recherchés pour être partis en champ d'extermination, elle se cache, oui, voilà, et pendant toute sa détention, elle écrit un livre comme si elle écrivait à une copine, tu vois, de chair, miel et tout. Malheureusement, Anne Frank a fini sur dénonciation, comme toute sa famille, à partir en camp d'extermination. Elle a chopé le typhus et elle est morte du typhus. Son père a survécu. Son père a survécu. Et il a récupéré le livre. Et moi j'ai un autre exemple, un jeune garçon qui avait 16 ans, hein, qui s'appelait Thomas Guévé, qui venait des camps. Alors lui, il a une histoire un peu extraordinaire. Il habitait à Varsovie avec ses parents. Son père, comme il sentait qu'il y avait la guerre, part en Angleterre. Il le laisse avec sa mère. Manque de peau, la SS arrive. Ils attrapent la mère et le fils. Ils les envoient à Auschwitz. La mère est exterminée tout de suite. Lui, comme il était un peu costaud, parce que comme il n'avait pas le droit d'aller à l'école, il avait fait des petits boulots, mais il avait 12 ans à l'époque. Hein. Bon, il réussit à survivre plus ou moins. Il se retrouve à Buchenwald.
et il fait des dessins. Mais des dessins extrêmement précis pour pouvoir raconter à son père ce qu'il a vécu. J'en ai quelques-uns, je te montrerai. Extraordinaire. Oui, oui. Surtout à Mathis, parce qu'il est très très doué en dessin, justement. Ah bah écoute, Alors ça m'intéresse pas de voir. Je vais te montrer. Donc, il avait presque tout l'âge. Il a dessiné pour témoigner, c'est sûr. Ouais, il a dessiné pour raconter à son père ce qu'il avait vécu. Il a fait 71 dessins. Alors, il n'y avait pas de papier. Donc, pour avoir du papier, tu prends les trucs qui entourent les tuyaux de chauffage. Pour avoir un crayon, tu te débrouilles un petit peu. Enfin bon. Mais il y a eu beaucoup d'artistes qui ont fait des dessins dans les camps. Hein. Il y a eu des orchestres, il y a eu de la musique. Donc, Thomas Guévé rentre est libéré. Il donne les dessins à son père trouve ça extraordinaire, et son père essaye de faire diffuser, ils sont en Angleterre, essaye de faire diffuser les dessins par un éditeur pour que tout le monde sache, ça n'intéresse personne. Donc le père, il met les dessins dans un coffre-fort à Londres, et puis il se passe des dizaines, 20 ans, 30 ans, les dessins ressortent, et puis tout le monde trouve ça extraordinaire, évidemment. Et les dessins maintenant existent et ils sont au musée de la Jérusalem, et on peut les avoir en France. Voilà, et je connais ce monsieur, je l'ai rencontré avec grand plaisir. Il est toujours vivant. Il est toujours celui qui a fait les petits dessins là. Ah oui, Thomas Guévé, toujours vivant. Oh écoute, il a quel âge? J'en sais rien. Il doit de Monique qui a ramené les vêtements, qui a ramené des petites choses. Donc tout ça, c'est des preuves. Parce qu'il y a des gens, encore en France actuellement, qui disent non, tout ça c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Voilà. C'est un point de détail. Oui, ça va. Or, c'est bon, il y a quand même beaucoup de preuves que ça On a existe. entendu aujourd'hui, c'est pas un détail, on est d'accord. Ceux qui sont revenus, ils ont eu toute leur vie perturbés, ils ne savaient plus manger, ils ne savaient plus dormir. Ils étaient traumatisés. Ils étaient traumatisés. Mon père, il n'a jamais pu redormir dans des draps doux. Jamais de sa vie. Il lui fallait des draps rêches pour dormir. Et beaucoup racontent qu'au début, quand ils sont rentrés, ils dormaient par terre. Parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir sur un matelas. Ils ne savaient plus dormir. Mais ils ne savaient plus parler non plus avec les autres. Ils ne savaient plus vivre normalement en société. Et puis beaucoup étaient très malades. Ils ont eu la tuberculose, ils ont eu des tas de maladies. Donc ils n'ont pas pu reprendre un travail, ils n'ont pas pu avoir une vie comme tout le monde. Beaucoup de femmes n'ont pas pu avoir d'enfants après, en rentrant, tellement ça les avait traumatisés. Tu vois, c'est toutes des vies qui ont été bousculées. Et nous, leurs enfants, notre vie aussi a été bousculée. Parce que quand tu prends conscience que ton père ou ta mère a vécu des choses aussi difficiles, eh ben, c'est pas si facile que ça de vivre avec. D'accord? C'est des humains. Ils sont habillés normalement. Tu vois, monsieur a son petit chapeau, il est habillé. Il se déshabille. Après, on le rase. On rase les poils. Que les poils sous les aisselles, les cheveux partout, tout est rasé. Après, on le passe à la désinfection. Parce que quand même, ils ont tous peur des maladies. Ça les approche. Après, ils vont à la douche. Après, on leur donne n'importe quoi comme vêtements. Et après, à Auschwitz, c'est très particulier, on les tatoue. C'est-à-dire que le numéro qu'il y a sur les vêtements, eux, C'est aussi à Auschwitz, tatoué. on les tatoue sur le bras. Donc, ils ont leur numéro décrit ici. Toute leur vie. Pour toute leur vie, ça ne s'efface pas. En fait, je vais faire un laser. Oui, mais enfin, 1900, à l'époque, il n'y avait pas de laser. Et moi, tu vois, quand je vois des gens qui sont tatoués, même si c'est des jolies fleurs, ça me fait quelque chose, parce qu'à chaque fois, je pense à ça. Tu vois? Ah oui, Thomas Guévé, il a toujours son tatouage. Ah oui, il a toujours son tatouage. Même pour les filles. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde le tatouage. C'est ton numéro, c'est ton identité. Tu n'es plus toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, tu es ce numéro-là. D'accord? Je ne sais pas. Et puis après, on leur demande quand même leur identité, tout ça, mais il y a des fiches qui existent, ils ont leur identité. Mais ils sont maintenant le numéro qu'on leur a attribué. Comment ça existe? Qu'est-ce qui existe toujours?
t'as pas écouté. C'est fini les camps de concentration. Non. Entre 39 et 45. Oui. Alors, il y a eu d'autres. Ah oui, il y a encore, on peut encore Oui, ça se visiter visite. certains camps. Ah oui, ça se visite. Moi, je fais visiter. Ah oui, Voilà, ça c'est l'appel. Alors tous les matins et tous les soirs, il y a l'appel. C'est-à-dire que tous les prisonniers sont priés de se mettre sur la place et on rend et on les compte. Et s'il en manque un, on recommence. Ah ben ouais. Jusqu'à temps, on est obligé de compter les morts. Les morts sont obligés d'être là. Donc c'est les copains qui ramènent les morts. là pourquoi il y a une Ça, c'est- Mais il n'y en a pas qui sont passés par terre. J'avais une dernière chose à montrer, je ne sais pas si elle est intéressante. Est-ce qu'ils sont déjà... Voilà, alors c'est allumé. Il a pris, il a donné la chute des armes aux gars. Alors on reculait le camion jusque là. C'est un ancien. Regarde, on mettait les armes dans ce trou-là, qui est profond. Et après, on les murait, et le décorateur imitait la moisissure et les... Faut pas qu'il y ait un mur tout neuf, tu comprends, sinon ils auraient été découverts. Quand la Gestapo est venue, ils ont tapé à 30 cm. Ah oui, et c'était devant notre femme de ménage qui était au courant de tout, qui a tout vu, et à qui on disait dites-nous où est fermé le terroriste. Et elle leur répondait fermer un terroriste. Il aurait eu peur d'un pétard de 14 juillet. Elle crânait comme ça devant la grille avec les gens. Et quand ils étaient partis et traversaient la place, elle était moins long qu'ils s'effondraient. Et oui. Il fallait se faire bonne figure devant les Allemands. Les Allemands lui disaient, quand on arrive des ennemis en Allemagne, si vous... Alors voilà. Parce que même quand t'arrives dans le locataire On les canons dans les soins. Mon garçon qui va m'aider pour le... Voilà, c'est la grande différence aux gens qui ont fait des choses. C'est la plus grosse distinction qui existe en France. Donc mon grand-père, non. Mon grand-père, parce qu'il est grand, hein. Faut se mettre là-bas parce que c'est très grand. On se met tous et tout à l'heure, il faisait toute une crise juste parce qu'il y avait un qui était trop près de lui. Ça il y en a beaucoup malheureusement. Ça va les intéresser, ça. Oh, bien. Ouais, c'est de là-haut. Allez, parce que j'ai pas les bras assez grands sinon. Vous êtes trop nombreux là par ici. Ah, les gosses. Il est là. Les parachutes, on en découpait un petit morceau. Il ne peut pas savoir. Il y avait des conteneurs. Alors les armes arrivaient dans des conteneurs superposés, à peu près comme ça, emboîtés les uns dans les autres.